5 ans depuis le décès d'Étienne Tshisekedi, une grande figure de la politique, de la classe politique congolaise. Nous allons en parler dans le débat pour la nation d'aujourd'hui avec Eric Boukoula, cadre et communicateur de l'UDPS, Rodrigue Ramazani, cadre et communicateur également d'un grand parti politique de M. Deli Sesanga, et sans oublier Jean-Louis Massimango, juriste, secrétaire général de Mpassa. Avec le 3, nous allons revenir sur la vie d'Étienne Tshisekedi, les combats d'Étienne Tshisekedi. Quelles leçons tirées de ces combats? Est-ce la génération actuelle est en train de faire la continuité ou bien cette génération est en train de dévier les combats d'Étienne Tshisekedi? Merci beaucoup à la grande équipe technique, Emmanuel au niveau de la régie, Sam Tiani, Belgodor, Fia Lungela et toute l'équipe de cette grande chaîne, Perfect Télévision. Je suis Gamik Legrand. Nous commençons par Jean-Louis Massimango, secrétaire général Mpassa, au four au moulin, tout feu, tout flamme, dans tous les plateaux. Jean-Louis Massimango, comment vous allez? Je me porte bien, mon ami Grami, que mes co-débatteurs aussi reçoivent leurs salutations, et particulièrement mes compatriotes de la FUNA au niveau de Kasavubu, qui auront l'occasion de nous suivre, parce que vous savez, j'ai toujours rappelé chacun une base pour ne pas trop s'atteler à la question du sang, mais au moins Kasavubu et FUNA restent ma base naturelle. Ah, d'accord. Je me porte très bien, y compris que le parti Mpassa, Mouvement des Patriotes pour l'Action Sociale Africaine, dirigé par Maître Dodo. Mais je profite de votre micro, comme je l'avais encore dit, pour annoncer et remercier nos compatriotes du Grand Kivu. Vous savez, chaque génération a droit à un leader. Et aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers de constater que nos compatriotes de cette partie de la République sont en train de s'approprier les combats qui est mené par Mpassa pour faire la politique autrement, avec et remettre le bâton de commandement entre les mains de Maître Dodo Lutombo pour qu'il soit le pionnier de ce coin de la République, au-delà d'abord d'être président national. Merci beaucoup Jean-Louis Massimango. Eric Boukoula, comment vous allez? Je vais bien, Grammic Legrand, merci pour l'invitation. Salutations à mes co-débatteurs. Voilà, salutations à tous les téléspectateurs aussi. Vous êtes assistant parlementaire de Jekoko Moulumba, une grande manifestation réussie. On a même en parlé ici avant l'événement. Comment est-ce que se porte la base de Kingabwa? On dit que Kingabwa, c'est pratiquement, si je pourrais même dire, une sorte de secte de Jekoko. C'est lui qui dirige, c'est lui qui... Une secte, c'est lui le pape. Je crois que c'était ça son message. C'était ça le message lors de la marche. Kingabwa, c'est Vatican et c'est lui le pape. Ah, d'accord. Alors, si vous posez la question de savoir comment va la base, je crois que vous avez eu la réponse dans les images. Très forte mobilisation. C'était pour se ranger derrière le chef de l'État. C'est pour dire qu'il n'y a qu'un seul chef. Le chef de l'État, c'est Félix Tshisekedi. Et qu'il n'y a qu'un seul chef au niveau de l'Union sacrée, c'est Félix Tshisekedi. Il n'y a qu'un seul chef au niveau de l'UDPS, c'est Félix Tshisekedi. Oh, il est président de la République actuellement, il n'est plus de l'UDPS. Chef ne signifie pas président. Ah, d'accord. Autorité morale. Voilà, et qu'il n'y a qu'un seul chef ou pape à Kingabwa, et c'est Jekoko Moulumba. Donc c'était ça le message, et la mobilisation était forte. Et heureusement, on a obtenu gain de cause, parce que c'était aussi pour exiger, pour désavouer Jean-Marc Aboun, aujourd'hui radié même du parti. Du parti. Donc notre voix, nos voix ont été entendues par les plus grandes instances du parti. La CDP précisément. Alors, Rodrigue Ramazani en vol, également tout feu, tout flamme ces derniers temps dans tous les plateaux. Les partis va bien et vous-même? Je me porte très bien. J'aimerais quand même préciser quelque chose. Je ne suis pas communicateur. Ah, d'accord. Les porte-parole adjoints. Ah, d'accord. Oui. Toutes nos excuses. Hein, dirigé par l'honorable Deli Sesanga, éclairé. Mais je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, Rodrigue Ramazani, vous avez apparemment des germes du MLC. Hein? Le germe du MLC. Oui, c'est-à-dire que votre façon de parler, d'agencer les idées, votre posture, ça sent les Germain Kambinga, les Yves Kisombe de l'époque, les gens d'Issien Boussa. Bon, écoutez, c'est un constat. Deli Sesang également, pas parce qu'il fut du MLC. C'est un constat fait par votre personne. Et les personnes que vous citez, Jean d'Issien Boussa, Deli Sesanga, toute cette génération politique qui
a eu à faire relever d'autres populations. Si vous me mettez à cet endroit-là, à cette place-là, je ne trouve pas d'inconvénient, mais laissez-moi vous dire simplement merci. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazani. Nous commençons par vous, Étienne Tshisekedi, 1er février 2017. Rodrigue Ramazani, d'après, vous êtes acteur politique aujourd'hui. Qu'est-ce que le combat d'Étienne Tshisekedi vous inspire? Nous commençons d'abord par ça. Vous, étant qu'acteur politique, à titre personnel, qu'est-ce que le combat, ou la lutte d'Étienne Tshisekedi, si pas la figure d'Étienne Tshisekedi, vous inspire étant qu'acteur politique? La lutte d'Étienne Tshisekedi m'inspire la constance dans les idées, la détermination dans le combat. Ce qui m'inspire le plus, c'est les idées qu'il a portées. Ça veut dire la mise en place, l'instauration d'un état de droit et le progrès social de notre population. La lutte d'Étienne Tshisekedi, vous ne pouvez pas les dissocier avec l'UDPS. D'accord. On ne peut pas dissocier la lutte d'Étienne et l'UDPS. Parce que l'UDPS en soi a le fondement de son combat dans la lettre de 13 parlementaires. Il faut scruter la lettre de 13 parlementaires. Il n'y avait pas qu'Étienne Tshisekedi. Oui, Étienne Tshisekedi faisait partie de 13 parlementaires. C'est là où leur motivation de combattre la dictature, de combattre l'impunité, de travailler pour la transformation sociale, donc le progrès social. Nous parlons de la transformation sociale, l'UDPS parle du progrès social. Et dans cette lettre de 13 parlementaires, aujourd'hui, la grande question, c'est dans votre thématique, est de savoir, 5 ans après la mort de Étienne Tshisekedi, certainement, qu'est-ce que nous pouvons retenir de sa lutte? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, c'est l'UDPS qui est au pouvoir à travers le fils du Phax, Étienne Tshisekedi. La lettre de 13 parlementaires, qui fonde même le combat de l'UDPS, dans une partie de cette lettre, les 13 parlementaires fustigeaient les comportements du dirigeant à l'époque. Parce que je parle de l'héritage de l'UDPS, l'héritage que le père fondateur a légué à l'UDPS. Dans cette lettre de 13 parlementaires, les 13 parlementaires disaient au président, au maréchal Mobutu, que premièrement qu'il était, selon Jeune Afrique à l'époque, qu'il était le président qui a effectué plus de voyages à l'extérieur du pays. Mobutu. Mobutu. C'est dans la lettre de 13 parlementaires. Ils ajoutent qu'il s'est fait accompagner de délégations pléthore. Et la majorité des personnes qui constituent son entourage, qui l'accompagnaient dans ce voyage, n'avaient qu'une seule qualité, être ses proches ou membres de sa famille politique ou bien sa famille biologique. Ça, c'est une partie de la lettre, parce qu'après, on va voir la situation sociale, plus on va évoluer dans l'émission. Mais aussi, la lutte de l'UDPS, c'est l'état de droit. L'état de droit qui ne veut simplement dire, en clair, en simple, pour faciliter nos compatriotes à nous comprendre, le respect de texte, le respect de loi, le respect, l'indépendance de la justice, la mise en place d'une justice juste et équitable. Sur le plan dans la lettre de 13 parlementaires, vous chutez, je cite, est-ce qu'aujourd'hui, si on regarde toutes les accusations portées contre Mobutu, l'impunité, la gabegie, les détournements, le multiple voyage, au regard de l'héritage que le 13 parlementaires... Les délégations pléthoriques également. Délégations pléthoriques qui consomment le budget de l'État. Ce sont les propos clairs du 13 parlementaires. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes loin de là? Je crois que non. Lorsque vous suivez nous sommes proches de là, selon vous? Non, nous sommes des dents. Des dents, pas proches, mais des dents. Parce que lorsque vous suivez le rapport de l'ODEP, l'ODEP nous dit que le chef de l'État a fait 118 voyages à l'extérieur qui a coûté des sommes faramineux au trésor public. Aujourd'hui, dans le cadre de l'état de droit, laissez-moi planter le décor, puis Eric va poursuivre. Dans le cadre de l'état de droit, il y a plusieurs faits qui devaient être sanctionnés, mais ceux-là n'ont jamais été sanctionnés, ne connaîtront jamais de sanctions, simplement parce qu'il s'agit de membres du pouvoir. C'est le même cas qu'à l'époque
de feu maréchal Mobutu. Il y avait l'impunité. Vous avez cet événement avec le président Aïdé Didepes, avec la famille présidentielle et les militaires, et tout ça. Vous avez la situation de Rame, c'est braquer la population. Vous gardez le souffle, oui. Je reviens. Vous avez dit, la situation de notre peuple se détériore de la même manière que c'était à l'époque où l'UDPS était venu. Donc, l'héritage de Etienne Tshisekedi, nous ne sommes pas dans la continuité des idées d'Etienne Tshisekedi. Mais nous sommes plutôt dans la rupture des idées d'Etienne Tshisekedi et dans la continuité de la Kabylie. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazan. Alors, Eric Boukoula, selon une certaine opinion, les analystes qui pensent que Etienne Tshisekedi n'est pas le saint qu'on pourrait nous présenter. C'est-à-dire que Etienne Tshisekedi fut un opposant fabriqué par Mobutu. Ce n'était pas un opposant de conviction, c'était un monsieur fabriqué pour essayer un peu de justifier la démocratie et de la part de Mobutu envers les Blancs, envers les Occidentaux. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Je crois que c'est un avis que même mes co-débatteurs, qui sont pourtant des opposants, s'opposeront. Vous avez vu comment il a fait des éloges d'Etienne Tshisekedi. Donc, je pense que cet avis-là, c'est tout à fait à côté. Parce que Tshisekedi est connu pour sa constance, pour sa détermination. Il en a payé de sa vie, on peut le dire d'une façon ou d'une autre. Physiquement, il a été agressé, moralement, il a même été renvoyé au village une fois. Et donc, il a travaillé également avec Mobutu. Fabriqué par Mobutu. Et que a-t-il fait avec Kabila? Pourquoi n'a-t-il pas travaillé avec Kabila? Mais il a travaillé avec Mobutu plusieurs fois. Il a occupé des hautes fonctions avec Mobutu. Avant de quitter, voilà. Avant de quitter. Et c'est ça même qui les rend grands. Quand on est dans le pouvoir, quand on est dans la mangeoire, entre guillemets, et qu'on décide de quitter parce qu'on n'est pas d'accord avec des valeurs, c'est ça qui fait même sa grandeur. C'est comme quand j'avais la discussion avec Alain Bologe sur votre plateau, je lui faisais comprendre qu'à l'époque, Jekoko Moulouma était dans la mangeoire. Au PPR, il était député national. Il a décidé de quitter parce qu'il n'était plus d'accord avec ses valeurs. Et ces valeurs-là, après une rupture, évidemment, ils avaient, comme a essayé de le dire mon frère Rodrigue, il s'était opposé à Mobutu. Et ce n'est que maintenant, dans ces 3 ans, que l'UDPS finalement a accédé au pouvoir. Et ce n'est que maintenant que ces valeurs commencent à s'implanter. Écoutez, dire ici que Mobutu était le président qui avait le plus voyagé. Mais avant lui, il n'avait que Kassavoub. Alors, de qui on parle? Et ça n'a jamais été un problème, le voyage. Je ne vois pas cette disposition parlementaire. Oui, on reprochait à Mobutu d'avoir trop voyagé. Maintenant, ma question est trop voyagé par rapport à qui? Parce qu'avant lui, il n'avait que Kassavoub. Donc, alors... Par rapport à Kassavoub? Par rapport à Kassavoub. Et sur quelle base le voyage est un problème? Sur quelle base légale ou, je ne sais pas, constitutionnelle, le voyage est un problème? C'est dans ses prérogatives de voyager pour aller. Aujourd'hui, on voit les résultats de ces voyages. Aujourd'hui, avec le lancement des travaux du port en eau profonde des Bananas, ce sont des investisseurs de Dubaï qui sont venus. C'est des résultats de ces voyages. Donc, je ne vois aucun mal quand les Nécongos vous entendent dire que le voyage c'est un problème. Ils auront un problème et ils auront un problème avec vous parce qu'ils sont contents de ce qui se passe aujourd'hui depuis que la RDC et RDC depuis le Congo belge, depuis l'État indépendant du Congo, on attendait ce port parce que ça a une capacité, ça a cette potentialité de désenclaver la RDC, de lancer l'économie de ces côtés-là, de rendre la RDC, en tout cas de rendre le Congo central, Boma, une plaque tournante. Donc voilà aujourd'hui le résultat du voyage n'a jamais été un problème. Maintenant parlant de l'état de droit, parlant du peuple d'abord, l'état des droits c'est le respect des textes, oui. Mais ces textes doivent être respectés par qui? Par vous et moi. Ce n'est pas Félix en venant au pouvoir qu'il va d'une baguette magique nous faire respecter. Il faut comprendre qu'en RDC il y a un problème d'homme. Nous étions habitués à l'impunité, nous étions habitués au désordre, à l'anarchie. Ça sera tout un processus. Et les gens doivent comprendre que ça sera tout un processus. Kabila l'avait dit, il n'avait pas pu changer l'homme congolais. Mobutu en avait fait même ce qu'on a aujourd'hui. C'est Mobutu quelque part qui est le père fondateur de la corruption en RDC. Donc c'est Mobutu? Oui, mais attendez. Mais Tshisekedi dans les mêmes colis, non? Dans les mêmes colis, dans quel sens? Il a travaillé avec Mobutu. Si Mobutu Etienne Tshisekedi fut le collaborateur. S'il avait cautionné cette corruption, il n'aurait pas quitté. On n'aurait pas eu cette histoire des 13 parlementaires. Ah, donc c'est comme pour dire
oui, petit à petit, cet état de droit prôné par Félix, par Yachichi est en train d'être implémenté, mais c'est un processus. Les gens doivent apprendre à respecter les lois. Les gens doivent apprendre à respecter le code de la route. Les gens doivent apprendre. On a un problème d'homme à RDC. Les gens doivent apprendre à ne plus toucher aux caisses de l'État. Dire aujourd'hui que l'impunité est consacrée, mais c'est faux. C'est aujourd'hui que quand un policier, même haut gradé, quand un militaire, même haut gradé, touche à la vie humaine, touche aux valeurs de l'État. Mais ils sont arrêtés. Nous avons vu les cas avec le colonel Mopepe. Ouais. Nous avons vu les cas avec même des cas qui ont été commis sous Kabila. Mais aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, on arrête les gens. Il y a des procès, que ce soit au niveau de la gestion du pays, directeur des cabinets du chef de l'État. Nous savons ce qu'était un directeur des cabinets du chef de l'État dans ce pays. Mais aujourd'hui, c'est la première fois, depuis qu'il y a RDC, qu'on puisse voir un procès en direct du directeur de cabinet du chef de l'État. Mais pour vous, la lutte d'Étienne Tshisekedi est en train d'être pérennisée par les régimes actuels. Exactement. Ouais. Ces valeurs-là d'État de droit, je viens de les dire, ces valeurs-là des refus de la corruption, ces valeurs-là du socialisme, c'est-à-dire le peuple d'abord, et tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est pour le peuple. Mais il faut comprendre une chose, que c'est un processus, parce que d'abord, il y a un problème d'homme. L'homme congolais, sa mentalité, c'est un sérieux problème. Ne parlons pas seulement des politiciens. Nous parlons de tout le monde, chacun dans sa profession. Combien respectent la loi, combien ne touchent pas à ceci. Même nos roulages sont corrompus. On doit l'admettre. Donc chacun dans son secteur. Mais c'est un processus. Jean-Louis. Et c'est comme ça que petit à petit. Donc c'est l'allure, c'est la lancée. Merci beaucoup. Ce n'était pas du jour au lendemain. Après 50 ans de paupérisation de ces peuples, après 50 ans de destruction de la mentalité du Congolais. Merci beaucoup. En 3 ans, Eric, on va le faire, mais en ces 3 ans déjà, l'élan est lancé par Félix Antoine. Merci beaucoup. Je pense qu'il est la réincarnation d'Étienne Tshisekedi. Nous poursuivons l'émission. Si vous pensez autrement, le numéro est là, écrivez-nous. Mais je prends Jean-Louis Massimango. Je pose la même question, mais je prends la sous-question, une autre sous-question. Jean-Louis, Étienne Tshisekedi, les 5 qu'on nous présente, selon une certaine opinion, on pense que Étienne Tshisekedi, c'était un putschiste de l'UDPS. Étienne n'était qu'un porte-parole de ces 13 parlementaires. Mais comment vous pourriez expliquer que les messieurs qui étaient porte-parole incarnent pratiquement l'UDPS? Apparemment, ce n'était pas seulement à lui seul. Je vais y répondre, mais il faut d'abord dire à notre peuple, que ce soit notre génération, que ce soit la génération future, nous devons tous savoir que Papa Étienne Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a exercé des postes de responsabilité dans ce pays depuis que le Congo est Congo, en termes d'indépendance en 1960. Donc Étienne Tshisekedi a géré. Nous devons faire savoir à notre peuple et à d'autres générations futures que Papa Étienne Tshisekedi, et là j'aimerais rappeler ce que me disait mon grand-père à l'époque, il était encore vivant. Il faut éviter de traverser la terre des hommes sans laisser des traces. Ah, d'accord. Maintenant, la grande question qu'il faut se poser ici, est-ce que ce sont des traces positives ou bien ce sont des traces négatives? Papa Étienne, comme tout autre humain, il a eu des faiblesses. Ah, d'accord. Mais nous devons éviter de falsifier la réalité de l'histoire qui reste têtie et qui finit toujours par nous rattraper. Papa Étienne Tshisekedi, il faut dire à notre peuple, il est parmi les membres cofondateurs du MPR, parti-État, avec Mobutu et les autres acolytes. Papa Étienne Tshisekedi a y assumé de hautes fonctions dans ce pays, en commençant par le ministère de l'Intérieur, qui représente, en termes de préséance, après le Premier ministre, c'est le ministre de l'Intérieur qui a la préséance sur d'autres ministres. Il a été ministre de la Justice dans ce pays. Et je n'ai jamais cessé de dire que la justice reste le socle ou bien le thermomètre de la température des valeurs démocratiques dans un État. Donc, à l'époque, si on peut reprocher à la justice de notre pays, sous Mobutu, qui avait des problèmes, d'une part, il faut aussi accepter que la responsabilité devrait être endossée par Papa Étienne Tshisekedi. Ah, d'accord. Papa Étienne Tshisekedi a été dans ce pays le numéro 1 de la ligne aérienne zaïroise. Là qu'actuellement, mais à l'époque, ligne aérienne zaïroise. Il a été le premier à avoir piloté l'école qui formait les cadres de l'administration publique dans notre pays. Allons-y. Et il fallait attendre en 1980 pour qu'il y ait le déclenchement de la rupture entre Mobutu
et ses acolytes, par le biais des 13 parlementaires dont venait de rappeler mon frère Ramazan ici, qui est venu mettre fin à la relation de la gestion du impère qui était entre Mobutu et ses colistiers. Et j'ai aimé ici, parce que mon frère a révélé quelque chose ici de très très important. Parmi les différentes revendications des 13 parlementaires, nous avions suivi qu'ils ont eu à fustiger les multiples voyages organisés par Mobutu qui n'étaient pas bénéfiques au pays et qui ne faisaient que saigner l'assiette fiscale du pays. Parmi les revendications, l'instauration de l'état de droit et que le multipartisme aussi soit respecté, quitter la situation du parti-État. Nous arrivons vers les années 90, la conférence nationale commence. Papa Etienne Tshisekedi, qui est resté cohérent, il est vrai, parce qu'il n'était pas le seul dans la création de l'UDPS, mais nous savons dans toute organisation humaine, il y a toujours quelqu'un qui reste comme leader et il sait piloter la structure jusqu'à la fin. Et lui est resté constant dans ces combats-là de l'UDPS jusqu'à ce que nous avions y organisé la conférence nationale souveraine et le multipartisme a été proclamé. Nous arrivons vers les années 98. Vous chutez, vous gardez le souffle et puis la rébellion du RCD commence. Papa Etienne est invité pour aller coaliser avec les gens du RCD, mais par après il va faire un recul lorsqu'il a constaté que le RCD ne travaillait pas pour le bonheur du Congo, mais plutôt militait pour la balkanisation et le pillage systématique de notre État. Et il a continué son combat. Nous arrivons lors des élections. Je vous fais épargner de l'étape de Saint-Tite et ainsi de suite. Il va dans la course électorale. Il perd les élections en 2011. Il s'autoproclame président de la République à Limité. Il organise en place, dans l'ancienne configuration de la Cour suprême, il prête serment à Limité. De la même façon que nous avions vu aujourd'hui. Pour chasser Kabound, il y a un groupe de gens qui se sont substitués à la Cour constitutionnelle, Veti Antoge aussi, pour chasser Kabound. Maintenant, quel est le constat 5 ans après la mort de Papa Etienne Tshisekedi? Je reviens à vous. Le combat pour lequel il est mort n'a pris son sens. Parce que les héritiers de son combat ont trahi la confiance collective des Congolais. Vous avez abusé les temps, gardez le souffle, je reviens à vous. Mais Rodrigue Ramazan, nous sommes en train de parler d'Etienne Tshisekedi. Vous avez dit là beaucoup de choses, que les combats, en tout cas, la génération actuelle, surtout les régimes, est présent et hors les combats d'Etienne Tshisekedi. Mais une question que l'opinion se pose, parce qu'ici, j'aimerais ramasser toutes les questions que l'opinion se pose, ou soit les questions que certains observateurs inculquent dans les têtes de l'opinion. On dit que Etienne Tshisekedi ne voulait pas avoir le pouvoir de lui-même. Si Etienne Tshisekedi voudrait en tout cas avoir les pouvoirs, il y a longtemps, il pouvait en tout cas être président de la République. D'après vos analyses, quelles étaient les motivations pour qu'Etienne Tshisekedi, selon ces observateurs, ne puisse pas vouloir être président de la République ou bien soit diriger? Merci beaucoup, Graham. Permettez-moi quand même de revenir à certains propos de mon co-débatteur Eric Bokula. Eric Bokula nous parle de port de Banana. Vous savez, on vient de poser la première pierre. C'était hier. Est-ce que je dois rappeler que ce n'est pas la toute première pierre symbolique que Félix Tshisekedi pose pendant son mandat, alors que les différents chantiers sont restés inachevés? Ça ne nous impressionne pas du tout, vu le système de la gouvernance aujourd'hui. Félix Tshisekedi a posé des pierres, de premières pierres de construction de plusieurs chantiers qui sont restés inachevés jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment le cadet de mes soucis, j'y reviendrai même pas parce que l'opinion est déjà au courant de tout ce qui se passe. Quoi encore? Le problème de voyage, ce n'est pas Rodrigue Ramazani, c'est l'héritage. Parce que le sujet du journaliste, je rappelle, c'est les combats d'Etienne Tshisekedi des 5 ans après, évidemment son héritage.
Quel est l'héritage que le combat de Etienne Tshisekedi lègue à cette génération qui est au pouvoir? C'est notamment la lettre de 13 parlementaires. C'est pourquoi j'ai sorti une partie de cette lettre. Il y en a plein, on va sortir. Vous allez constater que de toutes les façons, nous sommes dans la même logique. C'est pourquoi je le sors. C'est pas Rodrigue Ramazani ni l'envol qui le ressort. C'est l'héritage de l'IDPS. Et aujourd'hui, il est démontré que le chef de l'État qui nous a dit au début de son mandat qu'il voyageait plus pour aller chercher des investisseurs. 3 ans après, les investisseurs ne sont toujours pas venus. Le Congo n'est toujours pas devenu l'Allemagne d'Afrique comme promis. Je crois que ce sont de faits. Moi, je préfère parler de faits parce que notre population qui nous suit préfère palper la réalité que des illusions. Et puis, on parle de procès, parce que moi, je parlais de l'impunité. Yeah. Oui, il y a le procès contre le colonel, contre tous ces gens, contre les opposants, surtout les opposants. Il y a aujourd'hui une affaire de 5 prisonniers politiques pour le compte de Félix Tshisekedi, lui seul. Dites-moi, quels sont les membres du pouvoir de l'IDPS qui a été cité dans des dossiers de détournement, qui a été aussi jugé. Il y a été Nilongondo, qui a été devant les juges. Il n'a jamais été jugé. Il n'a jamais été jugé. Le soupçon pèse encore sur lui. Je parie qu'il est toujours en liberté provisoire. Jusqu'aujourd'hui, la procédure est mise dans le tiroir. Nous connaissons la procédure, comment ça se passe à l'IDPS. Il y a un jeune de l'IDPS qui avait insulté publiquement le général Kassongo. Est-ce qu'il y a eu une procédure enclenchée contre ce jeune? Non. Tout ce qu'on a fait, Augustin Kabouya a pris les jeunes, il a amené dans le bureau du général Kassongo. On a vu ça sur télé, c'est quand dans toutes les chaînes pour demander pardon, comme si l'action publique devait automatiquement se taire. Ce n'est pas fini. On nous parle de l'absence de l'impunité. Non, l'impunité, il y a une perturbation d'ordre public dans l'affaire Kabound ici, et famille présidentielle et JR. Est-ce que l'action publique a été mise en mouvement afin de rétablir l'ordre perturbé? Mais Kabound a été puni par l'UDPS d'abord. Oui, l'UDPS a pris la place de la justice, évidemment. Quand c'est entre UDPS, ça s'arrange dans le bureau de Augustin Kabouya. Vous savez, avec l'affaire IGF et le ministre de l'UDPS, on a arrangé ça en famille. Les laines sales, c'est l'envoi en famille. Vous savez, nous sommes africains, c'est normal, non? Mais quand c'est l'opposition, quand c'est nous l'opposition, c'est là où vous voyez l'état de droit être en mouvement. On va vous rappeler que c'est l'état de droit. On va vous rappeler que la justice elle est indépendante. On ne vous rappellera jamais pour le cas de membres de l'IDPS qui ont violé la loi, qui ont perturbé l'ordre public, être devant le juge et être jugé. Ça finit toujours par une liberté conditionnelle ou bien une liberté provisoire. Alors, moi, vous répondez dans la question. Dans le social. Je vais finir dans le social, parce qu'il a fait aussi mention du social. Oui, aujourd'hui, le social du Congolais est très bien. Je ne sais pas pourquoi Eric Bokoulou avait contredire le chef de l'État. Tu n'es pas obligé, très cher ami. Vous pouvez communiquer bien pour la majorité tout en respectant les propos du chef. Le chef de l'État lui-même, dans son discours sur l'état de la nation, il a dit qu'il a affirmé, c'était une affirmation, que le social de notre peuple n'était pas reluisante. D'où tirez-vous de propos où le social de Congolais s'améliore? Reluisante, ça signifie que ça s'améliore pas. Un instant. C'est-à-dire que, en fait, où est la différence là? Un instant, Eric, c'est-à-dire que le président de la République dit simplement que les sociaux du peuple congolais, et ça ne donne pas de la joie, de la beauté, ce n'est pas lumineux en fait. Ça ne signifie pas que ça ne s'améliore pas. Non, écoutez, où est la contradiction là-bas? Très cher ami, je ne veux pas entrer dans le débat de la rousse. Exactement. Des dictionnaires. Je crois que l'opinion qui nous regarde, de toutes les façons, c'est pour eux que nous sommes ici. Ils doivent ouvrir la rousse chez eux à la maison, lire le mot. Mais c'est dans le même sens en tout cas. Lire le mot reluisante et tirer des conclusions. Vous allez lire de toutes les façons. La situation de notre peuple, sociale de notre peuple, s'empire. C'est pur qu'avant. Aujourd'hui, la population est braquée par le RAM. Le gouvernement, l'État est devenu un braqueur, volant notre population de l'argent par le RAM. On est obligé de payer un taxe, un impôt. Nous ne savons pas quelle est la source de ce prélèvement. Même le chef de l'État lui-même est ignorant que le peuple est en train d'être député indûment. Le chef qui nous dirige n'est pas au courant. Il a déclaré lui-même qu'il ne pensait pas que c'était les peuples qui payaient. Pour lui, c'était les sociétés de télécommunications. Vous voyez dans quel genre de gouvernance nous sommes? Vous répondez à ma question. Dans de gouvernance où nous sommes, ce qu'il faut retenir, ce dont le social s'est amélioré, contrairement au combat d'Etienne Tshisekedi, ce sont les membres de la mouvance. Nous avons vu
de personnalités en moins de 2 ans qui peuvent construire de stades. Nous avons vu des immeubles pousser comme des champignons. Nous avons vu ici des gens devenir scandaleusement riches au détriment du peuple qui continue à sa pauvreté. Rodrigue Ramazani, est-ce Étienne Tshisekedi Étienne Tshisekedi, tant que politicien, combattait pour le pouvoir, ou bien Étienne Tshisekedi n'était là que pour faire de l'opposition? Bon, moi, mon analyse, je pense que la lutte politique, moi, je ne limite pas personnellement dans ma formation politique. La manière de jouer à la politique ne doit pas se limiter forcément à la conquête du pouvoir. C'est pourquoi vous constaterez que nous déployons beaucoup d'énergie pour conquérir le pouvoir. Après avoir conquis le pouvoir, comme on n'a aucune vision, on n'a aucun soubassement, nous sommes essoufflés pour apporter des solutions aux problèmes qui arrivent. Et Etienne Tshisekedi avait certainement une idée derrière tout le refus qu'il a fait. Moi, je respecte son combat. Je respecte son combat. C'est vrai que sur certaines parties de l'histoire de sa vie, je ne partage toujours pas, mais le combat qu'il a mené en termes des idées pour apporter une démocratie, un état de droit, lorsqu'il constatait qu'il y avait des situations qui ne permettaient pas que la nation et son combat puissent évoluer, il avait le droit de se retirer. C'est le même cas aujourd'hui avec l'honorable Sesanga qui est pratiquement l'incompris. Vous savez, l'honorable Sesanga n'est pas seulement l'incompris d'aujourd'hui. Lorsque vous remontez l'histoire du pays... Donc pour vous, Sesanga est sur les pas d'Étienne Sesanga est incompris comme Etienne Tshisekedi, mais pas seulement Etienne Tshisekedi. Je remonte en 1946. En 1946, vous avez des personnalités comme Pierre Mantz. En 1946, gouverneur du Congo, qu'est-ce qu'il disait déjà? Il disait « l'heure de la colonisation est révolue ». Vous avez des personnalités comme Guy Malen Gros à l'époque, en pleine colonisation, qui déclaraient déjà qu'aujourd'hui, il faut quitter les paternalismes pour passer à une éducation politique. Aujourd'hui, des personnalités comme l'honorable Sesanga qui tirent la sonnette d'alarme sur la réduction du train de vie de l'État, sur la transformation sociale, sur l'avènement d'un État modeste et efficace est mal compris. Merci Lorsqu'il dit à Ramazani que nous cheminons très mal, il faut changer notre façon de faire. Merci beaucoup, Rodrigue. Raison pour laquelle l'envol a pris sa liberté de l'Union pour rester autonome quand Etienne Tshisekedi est resté indépendant. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazani. À la question que je posais, Jean-Louis, de savoir si Etienne Tshisekedi fut ces putschistes de l'UDPS, retenez que, si je comprends bien les propos de Jean-Louis, il dit que Etienne Tshisekedi n'a fait qu'affirmer son leadership pour être finalement à la tête de l'UDPS. Ce n'était pas vraiment du putsch. Alors, Eric Boukoula, la question que je vous pose, quelle est la différence entre la lutte menée par Tshisekedi et aujourd'hui l'UDPS? Pourquoi la question? Tshisekedi, pendant tout ce temps, Tshisekedi incapable d'avoir le pouvoir. Et aujourd'hui, l'UDPS, à l'absence d'Étienne, et l'UDPS au pouvoir. Quelle différence? Quelle est la valeur ajoutée de l'UDPS actuelle, formant, je prends Kabound, Félix Tshisekedi, Kabouya, Djekoko, ainsi de suite, pour qu'actuellement l'UDPS se retrouve au pouvoir? Quelle est la recette appliquée qu'Étienne Tshisekedi n'avait pas pour ne pas se retrouver au pouvoir? C'était question des contextes. Question des contextes. C'est-à-dire quoi? À l'époque, c'était un militaire, c'était une gente au pouvoir, une personne qui n'était pas prête à passer de pouvoir. À l'époque, c'était une gente des militaires. Oui, je parle de Mobutu, qui n'a même pas voulu laisser céder le pouvoir, bien qu'il a appelé à la démocratisation ou à la multiplication des partis politiques et tout ça, enfin, de l'État parti, tout ça, mais c'était un pouvoir militaire. Mais Kabila, l'épée a chassé Mobutu. Laissez-moi arriver. Allons-y. Oui, il a fait comment? Par des moyens militaires. D'accord. Or, la lutte de Tshisekedi, c'était une lutte pacifique. D'accord. C'est le contexte, question des contextes. En parlant des contextes d'ailleurs, oui, évidemment, mon frère, Etienne Tshisekedi, il a travaillé avec Mobutu. Oui. Mais si vous avez bonne mémoire, vous vous rappellerez que la période pendant laquelle Etienne Tshisekedi a travaillé avec Mobutu, c'était la période de la prospérité du Congo, dans les années 70. Donc, quand Etienne travaillait avec Mobutu, la gestion était meilleure. Un instant, écrivez Jean-Louis Massimamo, écrivez Jean-Louis. Les années 70, mais c'était les années de gloire du pays. On est d'accord? On a même organisé des combats à l'Iforeman. C'était au moment où l'économie de la RDC avait les vents en poupe. Donc oui, il a travaillé
avec Mobutu, mais il a fait du bon boulot. Il a fait du bon boulot aux côtés de Mobutu. Quand il était collaborateur de Mobutu, le pays était dans la prospérité, l'économie avançait, le social avançait. Donc il n'a rien à se reprocher de ce côté-là. Et aussi, toujours revenant sur la lettre de parlementaire que mon frère Rodrigue a soulevée, mais il faut aussi comprendre l'histoire du contexte. À l'époque, était-il important d'effectuer ces voyages-là? Qui ne sait pas que Mobutu, ces voyages, c'était plus pour... c'était une partie des villégiatures, comme l'a dit le chef d'État. C'était plus des voyages de gloire. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui hérite d'un pays diplomatiquement, internationalement isolé, il avait dû faire ce voyage. Et on commence à voir des retombées. Donc il y a une différence à faire nette entre les voyages de Mobutu et les voyages de Tshisekedi. Mais on a vu l'ex-président, le feu président de la Tanzanie qui ne voyageait pas. Mais est-ce que les cas du Congo... Magufuli. Est-ce que c'est les cas de voyez comment les gens font des amalgames parfois. Félix Tshisekedi a hérité d'un pays diplomatiquement isolé. Kabila avait fait de ces pays la bête noire de tout le monde. Personne, on ne voulait plus de ces pays. Alors il fallait remettre le pays sur la page, sur la scène internationale. Et de grâce, mon frère Rodrigue, évitez de nous citer l'ODEP. L'ODEP, c'est une ONG qui a prouvé qu'elle n'a pas l'expertise de dire ce qu'elle dit. D'ailleurs, l'OGEP a été contredit par la Cour des comptes, pendant que l'OGEP nous faisait croire que les dépassements budgétaires, c'était à la présidence. Quand la Cour des comptes a publié son rapport, il y avait toujours dépassement de 12% à la présidence. Oui. D'abord, ce n'était pas les chiffres que le DOP donnait. Et les grands dépassements, c'était à la primature à l'époque de Pépé Ilunga. Et aussi au ministère des Finances à l'époque de l'ancien ministre, le donneur de leçons, comment il s'appelait le ministre des Finances sous Célé. Célé à la oui. Alors vous voyez que l'ODEP, c'est plutôt... C'est une ONG. Mais vous, l'UDPS, à l'époque, vous étiez en train de relayer les rapports de l'ODEP, non? Qui a relayé ça? Vous, l'UDPS. Moi, je n'ai jamais l'UDPS à l'époque, à l'opposition. Moi, je vous l'ai dit, je vous donne. Jamais relayé le rapport des vers les années 2015-2016. L'ODEP, ici, sur cette table, ne doit pas être prise comme, je ne sais pas, une parole d'évangile. Non, l'ODEP est clairement une ONG à la solde de certains pouvoirs politiques. Donc, ils ne sont pas crédibles. Donc, inutile de nous citer. Alors, juste avant que je réponde maintenant à votre question, ce que vous avez appelé de la Cour constitutionnelle, vous chutez déjà. Ce n'est pas des membres, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui intervient quand on veut destituer son président dans un parti politique. Nous avons un règlement d'ordre intérieur, nous avons un statut. C'était la CDP, la Convention démocratique du parti, qui a été créée par Étienne Tshisekedi lui-même. Voilà, c'est un organe créé par Étienne Tshisekedi et qui a ce pouvoir-là de destituer ou de déchoir un président. Donc il fallait peut-être lire notre règlement de l'intérieur avant de juger les gens. Alors, revenons à l'impunité. Mon frère, vous avez dit que vous avez donné des exemples ici. Il a parlé d'un jeune qui a insulté Kasongo. Quoi qu'il n'y avait même pas eu... c'est un fait qui s'est fini entre les deux. Kasongo avait accepté des excuses. Ben, on dit on ne l'a pas arrêté simplement parce qu'il était du pouvoir. Mais attendez, Délice Sesanga a insulté le président. On dit quoi? Il a dit qu'il était voyou. Là, il citait le président. Dire voyou, c'est une insulte. C'est une insulte. Et voilà, on ne l'a pas arrêté pourtant. Il est du pouvoir? Non. Donc il ne faut pas croire que parce que ceci s'est fait et cela ne se fait pas. Et Délice Sesanga, vous avez dit qu'il est constant. Il n'a rien d'Étienne Tshisekedi. Il est constant en rien. Parce que c'est le seul membre d'un certain Délice Sesanga est incompris actuellement. Incompris parce qu'il n'en a rien à faire comprendre. Et il est inconstant. Il est inconstant parce que c'est le seul leader ou membre d'un certain regroupement politique ou d'une plateforme électorale qui vote pour un autre, le candidat d'une autre plateforme électorale. Il était membre de l'envol. Et Délice Sesanga qui était membre de la dynamique de l'opposition, leur candidat Fayoulou, mais lui a voté pour Tshisekedi. Il a fait campagne pour... Non, oui, attendez, c'est la démocratie. Oui, c'est de l'inconstance politique. Ah, c'est de la délinquance politique. Alors, il n'est pas exemple. Donc, je pense que vous ne pouvez pas venir donner des leçons ici, ce qui était Étienne ou pas, ou si c'est que fait aujourd'hui Félix Tshisekedi ou pas, pendant que vous chutez. N'est pas un exemple. Alors, vous chutez. Vous aviez déjà répondu. Vous chutez, oui. Il a parlé du social. Vite. On essaie de nous faire croire que le social, aujourd'hui, vous voyez quand on se transforme du coup en opposant, on essaye de peindre un tableau noir, même quand c'est visiblement blanc.
Aujourd'hui, on est avec lui sur un plateau où il y a un monsieur qui communiquait sur le fait qu'on a payé des primes de gratuité des enseignants. Ça, ce n'est pas l'amélioration sociale. La gratuité de l'enseignement elle-même, ce n'est pas l'amélioration du social. Mais attendez, on a parlé du port de banane ici. Ce n'est pas l'amélioration du social. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. Mais tellement il est Merci beaucoup. On ne veut plus voir. Merci beaucoup, Eric. Dans ces sens, merci beaucoup, Eric. Vous gardez le souffle. Alors, Jean-Louis Massimango, nous poursuivons. En tout cas, Eric venait là débrosser les prouesses, si je pourrais dire comme ça, de Félix Tshisekedi, l'amélioration du social, ainsi de suite. Allons-y maintenant, nous entrons pour essayer un peu de chuter. Dans la gestion actuelle du pays, vous pensez que si on ressuscitait Étienne Tshisekedi, Étienne va applaudir son fils en voyant tout ce qui se passe, ou bien Étienne Tshisekedi pour avoir un regret, des regrets, ainsi de suite? Je pense que j'aurai le même temps d'antenne que Eric qui a voulu monopoliser la parole, alors que moi, vous m'aviez retiré lors de ma première intervention. J'ai retenu une chose de mon ami Eric. Poursuivez. Il nous dit que les années 70 étaient considérées comme une année de gloire et de prospérité de notre pays, parce que Papa Etienne Tshisekedi était collaborateur de Mobutu et il a assumé des fonctions. Très bien, vous avez raison. Papa Etienne Tshisekedi a été à côté de Mobutu vers les années 70, mais il faut dire ici, c'est l'année qui a marqué la zaïrianisation, les débuts même de la zaïrianisation. Et nous savons parmi les premiers bénéficiaires de la situation de la zaïrianisation, fut aussi Papa Etienne Tshisekedi. Donc Papa Etienne Tshisekedi a bénéficié des biens zaïrianisés. C'est connu de tous, on ne falsifie pas l'histoire. Moi, je n'aimerais pas rappeler ici l'histoire des biens mal acquis. Vers les années 90. Je crois que vous avez même la suite dans votre fond intérieur. J'ai aimé lorsqu'il a fait des éloges ici sur le voyage du président. Très bien. Il est le seul Congolais qui a vu les investisseurs arriver au Congo. Il est le seul Congolais qui a vu autant de millions, de milliards revenir après le voyage du président de la République. Mais au moins, nous qui aimons le pays, nous avions vu l'ambassadeur des États-Unis amener des investisseurs qui ont amené juste une photo où le président de la République avait tiré la photo avec le président américain. Voilà les résultats des voyages selon Eric. Vous avez totalement raison. Nous parlons du combat de Papa Etienne Tshisekedi. Je crois s'il était vivant aujourd'hui, la seule grande chose qu'il aurait regretté toute sa vie est que ce qui nous a laissé comme idéologie phare, le peuple d'abord s'est transformé en détournement d'abord, rendre la population dans une situation de misère sans précédent, piller systématiquement le paix que la population a dans nos appareils téléphoniques avec l'histoire des rames, qui a été même décriée par les différentes institutions officielles, et je n'aimerais pas rappeler sur la position de la Banque centrale. Mon ami n'aura pas le temps cette fois-ci de fouiller son téléphone, parce qu'il est fort en archives, en allant fouiller sur les différentes correspondances. Il sait la position qui a été donnée par la Banque centrale. Aujourd'hui, parler du social congolais, on vous a bien rappelé si c'est allé à l'encontre même des propos du président de la République. Le président vous dit, il y a un ça ne va pas. Mais vous passez sur un plateau de télévision pour dire non, tout est dans le bon sens. Les choses sont déjà à merveille en République démocratique du Congo, comme si tu étais en train de vivre au ciel. Après la mort de Papa Etienne Tshisekedi, nous assistons à son camp, lui Eric qui est là, avec un groupe de militants transformés en milices, s'affronter avec un autre camp, d'un cadre aussi de l'UDPS, avant qu'il soit déchu. Je parle de Kabundi. Et insécuriser même la population de Kingabwa. C'est ça l'état de droit pour lui. C'est ça. Un instant. Il n'y a pas eu affrontement. Vous êtes le seul. Est-ce que vous pouvez avoir le courage de regarder la caméra qui est devant vous et dire aux Congolais qu'il n'y a jamais eu affrontement? Il n'y a jamais eu affrontement. Il n'y a jamais eu affrontement. C'était des jeunes. Est-ce que vous pouvez écrivez Eric, vous aurez écrivez. Je suis encore dans mon temps. Allons-y, Massimo. Maintenant, vous faites des éloges sur la construction du fameux port de Manana. Très bien. Mais je vous dis déjà, si je ne suis pas un prophète de malheur, si nous avions eu à décrier, à considérer les contrats sino-congolais comme étant un contrat léonais, l'avenir, la réalité finira par nous rattraper. Nous risquons d'avoir le même résultat pour la construction de ces ports-là. Ne soyez pas un prophète de malheur. Nous devons savoir combien sera décaissé par l'État congolais. L'exploitation de ces ports-là, par ceux-là qui ont investi leur argent, sera de combien de temps? Quel est le bénéfice que l'État congolais
aura dans l'exploitation de ces ports-là, ce sont des questions fondamentales qui devraient être discutées bien avant et être éclairées à l'opinion, parce que nous devons savoir que c'est qu'on a toujours dit que peuple n'est mon conzi. Et vous aviez posé une question ici. Est-ce que l'UDPS est un parti politique qui devrait réellement avoir le pouvoir en République démocratique du Congo? Je vous dis non. L'UDPS, c'est un bon parti, au-delà des objectifs poursuivis par un parti politique, qui est la conquête du pouvoir et la conservation du pouvoir. Mais l'UDPS, c'est un bon parti créé pour demeurer dans l'opposition, où l'UDPS était mieux que lorsqu'ils sont au pouvoir. Parce que tous les mots que combattait l'UDPS dans l'opposition sont devenus leurs modes opératoires dans la gestion actuellement. Et vous savez, tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, qui était comme combat d'acharnement hier par rapport au pouvoir ancien de Kabila, mais aujourd'hui, l'enfant fidèle de la reproduction textuelle de tous les mots qui ont eu à gangréner notre société dans l'État, c'est devenu aujourd'hui l'UDPS. Donc, il ne faudrait pas avoir la fierté d'avoir aujourd'hui l'UDPS au sommet des différentes institutions de la République. Merci beaucoup. Parce que le résultat n'est pas satisfaisant et je crois, Dieu aidant, 2023, c'est du sud demain, la population doit tirer des conséquences qui s'imposent, de savoir à qui on va remettre la conduite de notre nation pour espérer mieux. Si ça sera le président de la République, Félix Tshisekedi, et qui va améliorer la situation dans le pas qui reste, mais le temps qui reste plutôt, mais je reste pessimiste de voir des améliorations conséquentes ou positives par rapport à notre peuple, parce que les différents projets risquent de subir les mêmes sorts que les anciens projets qui ont été aussi victimes de détournements et de différentes corruptions. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler d'Étienne Tshisekedi, une figure de proue dans notre sphère politique ici en République démocratique du Congo. Rodrigue Ramazani, c'est vrai que, étant qu'humain, comme venaient là de dire les amis, Étienne Tshisekedi avait également des faiblesses et ses forces. Vous pensez... comment est-ce que vous pourriez interpréter le comportement d'Étienne Tshisekedi en 2018 et en 2017-2018, Étienne Tshisekedi qui ne voulait pas sentir Kabila, Étienne Tshisekedi a finalement dialogué, négocié avec Kabila, l'accord de Saint-Sylvestre. Est-ce que ce n'est pas de la transhumance? Est-ce que Tshisekedi n'avait pas fléchi face à Kabila? Comment est-ce que vous pourriez interpréter ces faits, le fait que Tshisekedi, qui était un opposant farouche, ait dialogué avec Kabila par l'entremise de ses proches? Bon, laissez-moi un peu m'étonner vis-à-vis de la logique argumentaire de mon co-débatteur Eric Bokula. Il y a un sérieux problème de logique. Vous allez constater chez Eric Bokula, quand Jekoko quitte Kabila pour Bemba, c'était la conviction. Il était convaincu qu'il pouvait quitter, c'était la conviction. Ce sont ces paroles de le seuil de cette émission. Parce que c'était une question qui venait de Jean-Luc, je ne sais pas de qui. Quand Jekoko quitte encore Bemba pour l'IDPS, une fois de plus, c'était une question de conviction. Conviction politique. Mais quand c'est Sanga quitte un mouvement politique pour ses convictions, non, transhumance. Il y a un problème sérieux de logique. Je ne sais pas te suivre et je crois que seuls les téléspectateurs peuvent nous départager. Je ne sais pas te suivre là-dessus. Mais parce que vous parlez de la transhumance du point de vue changement de mouvement, d'une personnalité politique, vous êtes de l'IDPS. Je ne sais pas, vous y aviez adhéré quand? Peut-être au même moment que Jekoko Mulumba. Mais pour ceux qui étaient à l'IDPS depuis longtemps, connaissent l'histoire politique de Étienne Tshisekedi, ils vous diront, s'ils doivent voir les questions politiques dans votre logique, ils diront ceci, que le plus grand transhumant politique de notre pays, c'est Étienne Tshisekedi. Oh, sérieux? Oui. Les plus grands transhumants de l'histoire politique de l'histoire politique du Congo, c'est Étienne Tshisekedi. Sérieux? Allons-y. Selon la logique de beaucoup, d'Éric, membre de l'UDPS. Étienne Tshisekedi était au MNC Lumumba. Il quitte le MNC Lumumba. Il traverse, il va au MNC Kalonji. Il quitte le MNC Kalonji. Il va au Konako. Il quitte les Konako. Il va il crée les MPR. Nous sommes à 5. Il quitte les MPR. Je suis dans la logique d'Éric. Il quitte les MPR, il crée IDPS avec les 13 parlementaires. Ça chauffe entre eux. Il décide de partir et de créer IDPS aujourd'hui, Tshisekedi. Donc, s'il faut voir, au regard de la logique de mon co-débatteur Eric, ça veut dire
Ça, c'est la transhumance politique extrême. Parce que l'honorable Sessanga n'a sillonné que dans 3 partis politiques. 3 partis politiques. Non, Congo, avec Zaïd Ngoma, j'ai oublié le nom, Force du Futur, MLC, et après on vole. Donc je dirais 3 partis politiques. Donc si je dois rester dans la logique d'Éric, ça veut dire que Étienne Tshisekedi, c'est le plus grand transhumant politique. Mais non, moi je ne suis pas dans cette logique. Je pense que Étienne Tshisekedi est un homme politique constant au regard de ses idées. Il a quitté tout ce... Lorsque vous suivez l'histoire, chaque fois qu'il quittait, il y avait une raison fondamentale liée à ses convictions. N'est-ce pas? C'est le même cas avec l'honorable Sessanga. L'honorable, parce qu'il parle de la dynamique de l'opposition. Il y a encore un problème de chronologie de l'histoire qu'on va recadrer vite. La dynamique de l'opposition était une plateforme politique pour faire de la pression. Et tout ce qui était dedans, il n'y avait pas que l'honorable Sessanga. À l'époque, nous sommes en 2015. Il y avait Vital Kamerhe, il y avait l'honorable Sessanga, il y avait Martin Fayulu. Les autres leaders ont quitté. Martin Fayulu est resté seul avec la dynamique de l'opposition jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il est le leader de la dynamique de l'opposition. Et la question de Genève, à Genève, nous étions ensemble pour la République. Et nous n'avons jamais été membres de la MOUCA. Nous n'avons jamais adhéré à la MOUCA. On a quitté Genève avant même été un Félix Tshisekedi. Je peux te dire des secrets du couloir que peut-être que tu ne maîtrises pas. L'honorable Sessanga a quitté Genève, il a regardé Félix Tshisekedi dans les yeux, je le dis devant caméra. Il lui a dit, toi tu ne peux pas cautionner ce qui se passe ici à Genève. Ton père est encore à la mort. Tu ne peux pas l'accepter. Il lui a dit droit dans les yeux. Je le dis devant l'opinion, parce que lui-même il regardera certainement cette émission. Il sait que je suis en train de dire une vérité. Et lorsqu'on a quitté Genève, c'est Félix Tshisekedi qui est venu solliciter le soutien de l'honorable Sessanga. Non, d'ici, au cabinet 5 à 5, il est venu avec 2 témoins majeurs, je cite, Claudel Loubaya et Vital Kamerhe. Ils ne sont pas encore morts, Eric Boukoula. Je te l'ai dit même dans le plateau chez Trésor. Tu es journaliste, fais un document sur ça. Va leur poser des questions. Ils te diront que si c'est ça a soutenu Félix, c'est pas pour de besoins électoraux, c'est parce que Félix était venu vers lui, lui demander un soutien. Et ce soutien-là, merci beaucoup. Je crois, pour chuter sur la en question 2018, sociale, en 2 minutes, social. Eric Boukoula, tu prends le social, je ne sais pas pourquoi tu te casses la gueule pour rien, mon frère. Le social, parlons employabilité des jeunes. Il y a combien d'emplois qui ont été créés dans les 3 ans passés? Parce que nous parlons de choses un peu ramassées. Tu vas nous le dire, vous êtes du pouvoir. Ok, tu nous parles de la gratuité de l'enseignement. D'accord. On a envoyé 5 millions, vous dites, 5 millions d'élèves en classe pour ne rien apprendre. Donc nous sommes en train de former 2 années, 3e année aujourd'hui, des élèves qui sortiront avec une qualité, avec quelle qualité d'enseignement? Nous sommes en train de sacrifier toute une génération. Mais c'est gravissime si vous le prenez comme un politique publique. Parce que les problèmes de la qualité, ce n'est pas moi qui le soulève. C'est le ministre de l'EPST, Tony Bouaba, lui-même qui dit que la qualité de l'enseignement reste un défi à conquérir. Donc ça veut dire, pour l'instant, sacrifions d'abord les élèves, qu'ils partent comme ça, qu'ils remplissent les salles et sortir tête vide. Dans chaque classe, il y a des objectifs à atteindre. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, ça sert à rien. Rodrigue Amazoni. Ça des classes pour chuter. Nous sommes dans le social. Combien de logements ont été créés depuis les 3 dernières années? Combien de logements ont été créés? Il faut nous le dire. Parce que nous devons parler social. Quand le chef de l'État les maisons préfabriquées au Canada. Quand le chef de l'État vous regarde droit dans les yeux, il vous dit que le social du peuple n'a pas été réduisant. Inclinez-vous, cher ami. C'est le chef de la majorité. Merci beaucoup. Parce que toutes ces données qui indiquent le social sont au rouge. Merci beaucoup. Alors, Rodrigue Ramazani, vous ne répondez pas à ma question. J'ai posé ceci. Comment est-ce que vous pourriez, vite en tout cas en 1 seconde, là, Eric s'impatiente, comment vous pourriez expliquer le fait que Étienne Tshisekedi, opposant farouche à Kabila, mais qu'il ait accepté de déléguer ses proches pour négocier, soit pour dialoguer avec Kabila? Non, il s'agissait là de sauver la nation. Ah, d'accord. Il fallait sauver la nation d'une crise qui arrivait. Est-ce qu'il fallait, pour les intérêts des positionnements personnels des individus, pour de guerres, des élections, ainsi de suite, sacrifier, brûler toute une république? Alors qu'il y a encore, moi je l'ai toujours dit, il y a des acquis de notre démocratie qu'il faut continuer à conserver, mais notre démocratie, nous sommes appelés à l'améliorer. Et Étienne Tshisekedi, face à cette réalité, et ensemble avec les autres leaders, notamment l'honorable Sessanga qui était partie prenante dans ces discussions, notamment Olivier Kamita, tous les grands leaders de ce pays ici étaient, ils ont trouvé qu'il était important de mettre
les intérêts de la nation devant, au-delà des détriments de positionnement personnel. Cela s'est même fait lorsque le président de la République a fait l'Union appel sacrée, à l'Union sacrée pour sauver la République. Merci beaucoup. Alors, Eric Boukoula, vous prenez la parole. C'est vrai que nous tenons petit à petit à la fin de cette émission. Comment est-ce que vous pourriez réagir, vous, Eric Boukoula, sur... c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que vous pourriez recadrer, mais le fait que Etienne Tshisekedi ait dialogué avec Kabila, et Etienne Tshisekedi n'est pas... Parce qu'on nous présenterait toujours Etienne comme un monsieur très radical. Est-ce Etienne Tshisekedi était également flexible? Tshisekedi n'avait jamais un problème de dialoguer, mais dialoguer sur quoi? Ah, d'accord. Quand il refusait de dialoguer, c'était on dialoguait sur quoi? Pour un partage de pouvoir? Non. Saint-Sylvestre, on dialoguait sur les modalités de départ de Kabila. C'était ça. Donc il n'avait jamais voulu partager le pouvoir avec des gens, avec ces gens-là qu'il jugeait comme destructeurs du Congo. Dialoguer, c'est en politique. En politique, on dialogue toujours. En Afrique, on dialogue toujours. Et dialoguer sur quoi? Pas sur le partage de pouvoir. Ça, il ne voulait pas. Alors, je vais lire ce que Larousse dit, du mot réduisant, parce qu'il y a un sérieux problème ici. Éclatant, étincelant. C'est ce que je disais. Alors, moi, j'ai dit ici. Le social n'est pas lumineux. J'ai dit sur ce plateau que le social s'améliore. Est-ce que cela signifie que c'est devenu réduisant? Vous êtes à l'hôpital, vous êtes malade, vous êtes tombé malade lundi, je viens vous voir mercredi. Par rapport à votre situation lundi, vous êtes amélioré mercredi, mais vous n'êtes pas toujours dans une situation réduisante. C'est simple. Moi, j'ai dit que ça s'améliore, je n'ai pas dit que c'est devenu réduisante. Il y a un échelon, j'ai dit ici que c'est tout un processus. Donc, il ne faut pas faire de confusion. Alors, Gekoko est resté constant. J'ai dit ça, mon frère essaie de me contredire. Etienne Tshisekedi est resté constant. Heureusement que lui-même, il a fini par dire ceci. Etienne Tshisekedi, il avait une raison de quitter. Quand vous voyez la raison, c'était toujours une raison de taille. Mais alors, cesse d'appeler, cesse de qualifier c'est ça d'une personne qui est... Je le prouve. Gekoko PPRD, il a battu campagne pour Kabila. Quoique Kabila n'était pas accepté dans sa circonscription électorale, mais il a battu campagne pour Kabila. Au MLC, malheureusement, il n'a pas eu à vivre des élections quand il était au MLC, mais il aurait battu campagne pour le candidat du MLC. Donc c'est un cabinet. Un instant. Ce n'est pas là où c'est un cabinet. Un instant. Ce n'est pas là les débats. Gekoko a quitté le PPRD. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelait des enrichissements illicites dont était accusé M. Mouzito, qui était à l'époque Premier ministre de la majorité. Gekoko de la majorité, il a initié une démarche pour destituer le Premier ministre. Il n'a pas eu de soutien de son parti et il a trouvé que ce n'était pas où il est parti. Et ça, c'est une raison noble. Donc, je disais que Gekoko, au sein du MLC, s'il avait eu des élections, il aurait battu campagne pour le candidat du MLC. Gekoko, à l'UDPS, il a battu campagne pour les candidats de l'UDPS. Il s'assume. Mais Délice Sanga, au sein de la plateforme Lamouka, où il y a des membres, des cadres de son parti, même c'est ce qui s'est passé, des cadres du parti qui ont fait campagne pour Fayoulou. Mais lui, le président, il fait campagne pour... Il y en a... Laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Pourquoi? La raison, c'était quoi? En fait, dans la circonscription électorale de M. Délice Sanga, vers Louisa là-bas, dans les Kasaï central, le candidat Fayoulou ne passait pas. Alors, il fallait dorloter les gens, il fallait bluffer les gens en donnant l'impression d'être candidat, de soutenir Fachi pour se faire élire. C'est ça la transhumance, c'est ça le manque de constance, c'est ça de l'escroquerie politique, c'est ça le manque d'honnêteté politique. Il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête. Il aurait dû faire campagne pour son candidat Fayoulou ou soit dire clairement que voilà, nous sommes dans les caches et nous allons faire campagne pour Félix Tshisekedi. C'est ça de l'honnêteté politique. C'est qu'il n'a pas fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, qu'il tourne le dos maintenant à l'Union sacrée, une démission ou un retrait de l'Union sacrée qui intervient juste au moment où le père de Délice Sanga est destitué comme président de l'Assemblée provinciale du Kasaï. On vient avec une motion, il a vu que la motion arrivait déjà, il démissionne, il était partant. Mais quand il était là, lui, le père de Délice Sanga, qui est aussi sûrement de votre parti, qu'est-ce qu'il a fait pour le social des gens de Louisa? Aujourd'hui, vous voulez parler social ici. Qu'est-ce qu'il a fait pour eux là-bas? Non, à un certain moment, moi je pense qu'il faut arrêter de vouloir manipuler la population. Vous êtes là dans une démarche de vouloir, vu qu'on s'approche des élections, ils veulent donner l'impression qu'ils n'ont jamais été avec nous. Ils ont un ministre, un vice-ministre, jusqu'aujourd'hui, dans le gouvernement. Mais qu'il fait quoi là-bas?
C'est ça de la malhonnêteté politique. Et je pense que c'est à cause des gens comme ça, c'est à cause des personnes comme ça que ce pays, finalement, n'avance pas. Merci beaucoup, Eric. Et c'est ce combat-là qu'Étienne n'avait jamais voulu faire. Oui, Étienne était avec Mobutu. Oui, il a créé l'Impère, mais c'était pour certaines raisons. Quand il a vu que Mobutu s'est garé de ces raisons-là, il a créé l'Impère. Merci beaucoup. Mais oui. Un instant. Je crois que la parole est mienne. Merci beaucoup. Il a créé. Vous chutez déjà. C'est ça ce qu'on appelle la constance. Pas être zigzag. Aujourd'hui, ils vont retourner dans l'opposition. Et arriver aux élections, ils reviennent encore. Ça, ce n'est pas sérieux. C'est de la démo-délinquance. C'est lui qui avait même craché les mots. Merci beaucoup. C'est ça la délinquance politique. Il faut dire c'est ça, d'arrêter ça. D'arrêter ça. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. J'aimerais essayer un peu qu'on puisse analyser nous tous ensemble. Jean-Louis Massimango, qu'est-ce que nous pourrions puiser du combat d'Étienne Tshisekedi pour essayer un peu d'apporter de la solution dans ce qui se passe à l'Est? C'est vrai que c'est vraiment une épine qui ne nous laisse pas. À tout moment, nos frères sont tués. Mais est-ce qu'on peut puiser dans le combat d'Étienne Tshisekedi pour essayer de trouver une solution à ce qui se passe à l'Est? Ses frères nous suivent matin, midi, soir. Ils m'écrivent matin, midi, soir. Ils nous suivent via les réseaux sociaux. Si on n'en parle pas, en tout cas, nous serons très fauchés. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Je sais que vous êtes également notable de l'Est là-bas. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Est-ce que nous pourrions puiser dans le combat d'Étienne pour essayer d'apporter ne fût-ce une solution dans ce qui se passe à l'Est? D'abord, il y a un constat, mon ami Eric, au lieu de répondre aux différentes questions qui ont été posées, il s'est livré dans un combat d'attaque personnelle. De quelqu'un qui n'est pas lié à la redevabilité parce qu'il n'a pas la gestion de la puissance publique entre ses mains. À la personne de Denis Sanga, je ne suis pas de son parti. Je crois que le co-débatteur Ramazan est mieux placé pour répondre à toutes ces questions-là. Mais lorsqu'on pose la question sur l'impact de la gestion du pays actuellement, par rapport aux attentes du peuple, il y a un silence cimetière. De mon frère Eric. Vous posez la question sur la situation de l'Est. Je me souviens encore des propos de Papa Etienne Tshisekedi à l'époque quand Kabila était au pouvoir. Il ne cessait pas d'éveiller notre conscience que tout ce qui s'est passé à l'Est, le premier responsable était d'abord Kabila, qui était incapable de mettre fin à l'abattoir humain qui s'était installé à l'Est. 3 ans après, Kabila n'est plus au pouvoir. Est-ce que nous pouvons faire un petit parallélisme de la situation qui était constatée pendant que Kabila était au pouvoir et la situation actuelle? Allons-y. La tendance est que la situation s'est aggravée davantage. Et plusieurs forces étrangères se sont invitées à participer à la messe, et des fois sans la volonté de notre peuple. Allons-y. Et il n'y a pas longtemps, on a suivi un officier congolais être abattu dans le haut plateau d'Ouvira. Un colonel qu'on appelait le colonel camerounais, il avait un nom là. Il n'y a pas longtemps, on a suivi le M23, mouvement rebelle d'hier, hébergé par certains pays qui sont considérés comme frères de notre pays, selon les propos des responsables de notre pays aussi, s'attaquait à nos forces loyalistes. Et je crois qu'il y a des images qui parlent où le gouverneur militaire lui-même était au front. Vous savez ce qui est arrivé. Il n'y a pas longtemps, on nous a dit qu'il y a plus de 40 militaires qui venaient d'être tués. Je venais encore de suivre aujourd'hui des vidéos où la population d'Ouvira est en train de se plaindre en dénonçant qu'il y a la présence aussi de l'armée burundaise. Alors qu'on nous a fait croire que l'arrivée de l'armée ougandaise, invitée par notre gouvernement, l'arrivée de l'armée kenyane par le canal des Nations Unies, allait mettre fin à la situation de l'Est. Mais nous avions suivi aussi le Parlement ougandais s'inviter sur la scène de débat pour dire que ça coûte autant de millions pour l'armée ougandaise. Maintenant, nous nous demandons le reste des prix en termes financiers sera payé par quel gouvernement? Si c'est la République démocratique du Congo, est-ce que nous avons encore souvenance de bonne mémoire qu'en 2009, l'un des pionniers de l'Union sacrée, sans parler de sa situation en conflit avec la justice, je parle de l'honorable Vital Kamerhe, avait quitté l'hémicycle pour s'être opposé à l'invitation aussi qui n'était pas passée par le schéma officiel, où l'Assemblée nationale était aussi dans la surprise de constater que le pouvoir de l'époque avait déjà invité l'armée étrangère sur le sol congolais.
Est-ce que la même situation n'est pas en train de se répéter aujourd'hui, alors que nous sommes dans l'hypothèse de l'état de siège au niveau de l'Est de la République et que l'abattoir humain, le sang continue à se Merci beaucoup, Jean-Louis. Mais j'aimerais terminer par un message. Nous restons attachés à notre patrie. Nous félicitons nos forces armées. Ce qui est en train de se passer là-bas, mais nous éveillons plus la responsabilité de l'État congolais qui doit s'assumer comme tel pour protéger l'intégrité territoriale et notre peuple de ce côté. La même question, là c'est un clin d'œil que nous devrions faire à nos compatriotes au niveau de l'Est. Est-ce que nous pourrions tirer du combat d'Étienne pour essayer de résoudre cette situation déplorable de l'Est? Avant d'y arriver, permettez-moi de revenir un peu sur ce qu'Éric disait. Éric a eu du mal à présenter des solutions aux problèmes posés. Problème social, ainsi de suite. Bon, il a vite fait les raccourcis, aller sur certaines attaques que nous allons y répondre. Et il a fait aussi des reddits. Il avait attaqué premièrement pour parler de la transhumance, j'y ai répondu. Il a parlé des questions électorales, j'y ai répondu. Il a fait de reddits et je comprends que l'argumentaire n'y tenait tellement pas qu'il devait revenir sur le même propos. Mais je prends deux arguments qu'il a glissés, qui sont deux attaques nouvelles que je veux prendre. Il y a la destitution de Papa Aimé Sesanga. Vous savez, l'honorable Sesanga est un homme exceptionnel. Un homme très exceptionnel. Vous pouvez imaginer que le parcours de Patrice Aimé Sesanga en politique, il a un parti politique, mais l'honorable Sesanga n'a jamais milité aux côtés de son père. Il est candidat de manière indépendante, dans son parti au MLC ou à l'Envol. Il n'a jamais milité avec son père. Il n'a jamais participé avec son père sur une table de négociation politique. À la différence de beaucoup d'autres que nous connaissons, des héritiers des papas et consorts. Mais l'honorable... Vous parlez de qui? Des Félix Tshisekedi? Moi, je ne citais le nom de personne. Héritier de son père. Les héritiers politiques, vous le connaissez, il y en a plein au pays. Il n'y a pas que le président de la République. Les héritiers politiques qui ont hérité des partis de leur père, la notoriété et ainsi de suite. L'honorable Sesanga s'est taillé chemin seul pour être Sesanga aujourd'hui. Maintenant, faire des raccordements frauduleux sur la destitution de son père, alors qu'ils n'ont jamais milité ensemble. Son père est devenu... D'abord, pour son information, il a dit que Papa Aimé Sesanga est membre de l'Envol. Non, Papa Aimé Sesanga est président d'un parti politique. Il a supposé. Il est président... On a le même regroupement. Non, écoutez, Papa Aimé Sesanga a son parti politique. L'honorable Sesanga a son parti politique. On doit dissocier ces deux personnalités. C'est des personnalités politiques distinctes. Mais il y a des héritiers politiques qui ont hérité le nom du père, le parti du père, la notoriété du père. Ils ont tout hérité. Si vous voulez aller sur ce terrain, c'est très sale. C'est très sale. Il ne faut même pas aller sur ce terrain. Un instant. Nous sommes à la fin déjà. S'il vous plaît, Massimo, nous sommes à la fin. Allons-y. N'est-ce pas? Il y a des héritiers politiques qui ont tout bénéficié. Tout à 100%. Ce n'est pas le cas de l'honorable Sesanga qui s'est battu comme un homme, qui a construit sa notoriété comme un homme. On l'accepte, honorable Sesanga, non pas comme fils de papa, Patrice Aimé Sesanga, mais on l'accepte, honorable Sesanga, comme un homme politique brillant et clairvoyant de notre pays. À la différence des autres, ils sont libres d'être des héritiers politiques comme ils le veulent. Mais deuxième chose, il a parlé de la vice-ministre de la Défense. Mais monsieur Bokoula, je t'ai expliqué ça. Je ne sais pas si tu veux encore y revenir, mais je vais quand même y revenir parce que c'est un autre plateau. Nous avons quitté l'Union sacrée depuis le 30 octobre. Le parti Envol qui nous a mandaté, même moi, Rodrigue Ramazan, j'étais membre d'un cabinet politique au ministère de la Défense. J'ai quitté le cabinet. Mais la dame la ministre, au nom du débauchage, elle a même ajouté... Donc, elle ne fait plus partie de votre... Non, ils ne sont plus avec nous. Ah, d'accord. Ils sont allés à l'encontre de la ligne du parti. Madame la ministre nous dit ceci, qu'elle ne va pas quitter le gouvernement parce que Félix Tshisekedi, c'est son frère de l'église. Entre le frère de l'église et la sœur de l'église, comment vous voulez que moi je puisse entrer dans ce débat? Merci beaucoup. L'envol aujourd'hui n'est pas membre de l'Union sacrée. La ministre a dit ceci. On a abandonné et députés son nom c'est qui? Qui ont refusé de suivre la ligne du parti et ministres qui ont refusé de suivre la ligne du parti. La vice-ministre, j'insiste encore ici pour Éric Bokoula, peut-être qu'il n'avait pas écouté chez Kalafay. La vice-ministre a dit au gouvernement parce qu'il se sent et parce qu'elle est sœur en Christ avec le président de la République. Elle prie à Philadelphie. C'est une déclaration publique de la ministre. Merci beaucoup. Je ne prends pas de choses à la fin. Merci beaucoup. Un instant. C'est la bouche autorisée en tout cas des envols. C'est la bouche autorisée des envols. Un instant. Ce n'est pas à chercher, à sur Internet. Chercher, c'est à trouver la déclaration publique. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazan. Nous sommes à la fin. Je crois que ce qu'il faut finir par rapport à la question de l'armée, le problème de l'armée congolaise a été diagnostiqué et connu.
il faut reformer l'armée et le chef de l'État doit prendre le courage de changer la chaîne de commandement. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'il a constaté tous ces bévures à l'Est lorsqu'il est allé à Béni, jusqu'à aujourd'hui le chef de l'État... Merci beaucoup. Oui. Le problème de l'armée congolaise est connu, il faut reformer l'armée et changer la chaîne de beaucoup, Rodrigue. On finit avec Eric, beaucoup là, la même question sur l'Est. Qu'est-ce qu'on peut tirer du combat d'Étienne ici? Un instant. Soyez honnête que la notoriété de M. Sessanga, il la tient de son père. Mais ça, faux et archi. Un instant, Rodrigue. Tu ne peux pas quitter ça parce que l'honorable un instant, Rodrigue Ramazani. C'est dans son... Nous sommes à la fin, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazani. S'il vous plaît, Rodrigue, allons-y. La notoriété tirée de son père, ça c'est clair. Un instant, Rodrigue, s'il vous plaît, Rodrigue, s'il vous plaît, Rodrigue, s'il vous plaît. Allons-y. Apaisez-vous, allons-y. La vérité vous blesse. Allons-y. On va finir avec le social. Amélioration du social, vous avez parlé de l'histoire de l'Est. Il y a une réduction drastique, même confirmée par les Nations Unies et autres. Réduction drastique du nombre de groupes armés. Non dédiés. Vous tirez ça de quel rapport? Un instant, Massimo. Des Nations Unies. Donnez-nous une vous avez vu votre frère Israël, votre confrère Israël. Vous avez l'habitude qui a fait un tour à l'Est. Pendant que nous avons consulté le téléphone. Vous avez l'habitude. Un instant, Massimo, s'il vous plaît. C'est dans son temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Massimo. À prendre une bière ici à Nyangwe. Non. Et aller là-bas. Et on a vu des reportages directs où les gens sont très contents avec l'état des sièges. Ne nous amenez pas des mensonges ici. Amélioration de la situation. Vous avez l'habitude de prendre la bière à Nyangwe. Un instant. Finissons l'émission en beauté. Finissons l'émission en beauté, pas d'attaque personnelle. Un point sur l'indice de perception de la corruption. Ce n'est pas ça l'amélioration du social. Aujourd'hui, nous sommes 169e sur 180 pays. 169e sur 180 pays. On était à 170, ok? On est d'accord. C'est ça l'avancée. C'est une avancée. Vous avez raison. Une avancée, c'est l'équité approuvée. Vous avez raison. Merci beaucoup. Les étudiants utilisaient le foula. Aujourd'hui, nous avons trans académique. Merci beaucoup. Ce n'est pas le social, c'est là le prix. Merci beaucoup. En tout cas, pendant que les professeurs sont en grève, aujourd'hui, les écoles sont construites chaque jour. de lancer des gaz lacrymogènes aux étudiants de l'IPEN. Le budget est passé de 2 milliards, 3 milliards. Aujourd'hui, les Wi-Fi qui étaient promis aux étudiants. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'ai réservé pour vous Eric Boula, Rodrigue Ramazani, Jean-Louis Massimo. Merci beaucoup à élevé à 3 milliards de dollars. Merci beaucoup à Belgodor. Merci aujourd'hui à 3 milliards de dollars. Merci beaucoup Emmanuel. Un instant, j'ai des annonces l'émission. Merci beaucoup Rodrigue. Merci beaucoup Jean-Louis Massimo. Je suis Grammy. Les YouTube, Peter Tiani, RDC. L'émission c'est à suivre à 11h juste, 22h juste, 1h juste. Merci à tous, le numéro est là. Écrivez-nous, c'est pour les biens de la rue démocratique du Congo. Je suis Camille Legon, que les dieux de l'inspiration continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Merci beaucoup Eric Boukoula, merci à Jean-Louis Massimo. Merci beaucoup à Rodrigue Ramazani. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Au revoir.